Je vous propose donc de passer à la délibération 18, vote des taux de fiscalité directe. Audrey. Donc, comme chaque année, pour pouvoir ensuite présenter le budget 2024, il nous faut voter les taux de fiscalité. Donc, pour les communes, nous avons la taxe foncière sur le bâti et sur le non bâti, et nous avons la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de la commune. Pour information, on a 27 résidences secondaires à Boué. Pour mémoire, donc, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée progressivement jusqu'en 2023. Aujourd'hui, c'est un système de compensation uniquement qui est attribué aux communes. Et au vu des capacités financières de la ville et du souhait de continuer à rénover nos bâtiments, à investir, il vous est donc proposé d'augmenter ces taxes fiscales, de la manière suivante, donc de passer la taxe foncière sur les propriétés bâties à 44,26%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 65,57% et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 21,95%. Merci Audrey. Avez-vous des observations? Monsieur Épervier, je vous en prie. Oui, je vais essayer d'être court pour ne pas augmenter le temps nécessaire à l'étude du budget qui va suivre. Permettez-moi de relire, une fois n'est pas coutume, chacun pourra le vérifier, c'est acté sur le compte-rendu du Conseil municipal du 23 mars 2023 concernant ce même vote des taux de fiscalité directs. Le 23 mars 2023, donc il y a juste un an, lors du vote des taux de fiscalité directe locale, vous affirmiez, et ça a été validé, je cite 2 points, considérant le contexte économique difficile, la municipalité propose de ne pas augmenter les taux des impôts communaux afin de ne pas alourdir les charges reposant sur les contribuables. Lors de cette délibération, nous avions regretté qu'il n'y avait pas de baisse alors que l'État majorait les bases d'une façon considérable. Nous étions abstenus, nous n'avions pas voté contre, parce qu'on avait considéré l'effort de la commune, qui ne correspondait pas à l'atteinte de nos souhaits, mais il y avait un effort. On avait considéré que la volonté de ne pas en rajouter allait malgré tout dans le bon sens et dans la bonne direction. Cette année, tout change. L'augmentation de la taxe foncière pour les Bosséens approchera l'augmentation de 10%, 8,7% exactement. Pour être précis, 3,9% pour l'augmentation des bases légales. La commune n'est évidemment responsable de rien. C'est les valeurs locatives et l'inflation qui sont intégrées. Mais la commune, passant de 42,26 à 44,26, remet un effet multiplicateur de 4,7. Donc ça nous fait 8,63% précisément. La situation économique l'année dernière n'était pas bonne. Je pense que la majorité a sûrement des informations sur l'amélioration de la situation. Nous n'avons pas les mêmes, je n'ai pas les mêmes. Je n'ai pas les mêmes infos, je le regrette. J'avais l'impression que les choses allaient se dégrader pour les Français. Moi, ce que je note, quelles que soient les raisons invoquées, et je les connais d'avance, vos raisons, ce sont les propriétaires des classes moyennes et modestes qui vont prendre de plein fouet cette augmentation dans un contexte économique qui s'annonce de plus en plus difficile. Merci. Monsieur Épervier, je donne la parole donc à Audrey. Alors, en effet, l'année dernière, l'État, dans sa loi de finances, avait prévu une augmentation des bases de 7,1. On était dans un contexte inflationniste important et on avait fait ce choix volontaire de se dire que l'augmentation des bases nous permettrait d'équilibrer le budget et allait être suffisant pour équilibrer le budget et
À côté de ça, nous avons fait un effort énorme sur le budget de la commune pour diminuer de 5%, etc. Je vous refais pas la genèse, mais on a équilibré en allant chercher tous les centimes qu'on pouvait pour faire une année aussi, pour préserver les classes moyennes dont vous parlez et tous les autres, puisque c'était compliqué. Aujourd'hui, les bases ne sont pas revues de la même manière. Et pour rappel, c'est ce qu'on vous a présenté aussi lors du débat d'orientation budgétaire. La commune de Boueil est la 8e commune en partant du bas des 24 communes de la métropole en termes de pression fiscale par la taxe d'habitation, puisque nous avons une taxe d'habitation qui représente un impôt direct qui représente 497 € par habitant, quand la moyenne des communes de la Loire-Atlantique, enfin de Nantes Métropole, est à 704 €. Donc on a une pression fiscale par habitant qui est très faible comparée aux 24 communes, et malheureusement on a quand même des services à payer, des agents qui heureusement ont été augmentés avec la revalorisation du point, et on ne peut pas aujourd'hui prendre toute l'inflation sur la commune et ne pas aller chercher des leviers aussi de financement par les habitants qui sont après bénéficiaires des services que l'on espère et que l'on continue à mettre de qualité sur la commune. Donc c'est vrai que par rapport au budget, on avait vraiment tout fait pour pas le faire l'année dernière. Cette année, c'est pas possible. Par rapport aux chiffres que vous avancez, évidemment, nous, la priorité, c'est de faire attention au budget des Beaucéens, de nous tous autour de la table et de tous les habitants. Et donc, on a été très loin dans les données puisqu'on a été chiffré vraiment sur des exemples, sur les moyennes de la commune, ce que ça représente. Et Laurent a tous les chiffres et il va pouvoir vous en parler. Vas-y, Laurent. Oui, je reçois un certain nombre de familles donc dans mes fonctions, et en fait elles sont pas toutes au fait des taux, des bases, et c'est bien normal. Donc je pense qu'il est important quand même de recadrer le débat et de parler en euros. Avant de vous donner donc comme disait Audrey, les valeurs qu'on a fait de la simulation, je vais pas forcément rentrer dans le débat, vous dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, etc. Chaque famille en fait se positionnera en fonction de ses revenus, et surtout elle se positionnera en fonction de ce dont elle a besoin comme service public. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que s'il y a un certain nombre de services que nous faisons disparaître, ces familles devront faire appel à des services privés et elles n'auront pas les moyens de le faire. Ça me paraît important de le redire. En fait, si on prend donc avec le calcul donc des bases, la base moyenne en fait des Beaucéens, on arrive à une augmentation de 11 € pour un couple sans enfants. Et parmi ces 11 €, il y a 4 € qui sont dus à l'augmentation des bases, qui est due à l'État, comme l'a expliqué Madame Dithonou. Donc 11 €, donc 4 € de l'augmentation de l'État. Si vous prenez une famille avec des enfants, on arrive à 8,50 € à 9 € pour la valeur moyenne des Beaucéens, d'augmentation par mois. Voilà. Je pense que ces données me paraissent importantes. On a fait, nous, pas mal de calculs aussi par rapport à une réalité. Donc, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur cette valeur moyenne. Mais moi, les familles que je rencontre, elles vont plutôt être à 6-7 €, voire moins. Voilà ce que je voulais préciser. Merci, Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres observations avant que je mette au vote? Oui, Jacques, je t'en prie. Merci, oui. Intervention à la fois comme tout citoyen, on a regardé ce que ça pouvait donner sur la feuille d'imposition, et puis aussi peut-être en tant qu'élu métropolitain représentant notre commune, ayant ce regard un peu plus large au niveau de la métropole, voir un petit peu ce qui se passe sur nos communes voisines. En tant que contribuable, j'ai regardé, comme tout le monde, la feuille, et j'ai essayé de me rappeler quand même comment ça se passait au début de mandat. En 2020, l'État n'avait pas encore pris la décision de supprimer la taxe d'habitation. Alors, je pense qu'on partage en commun l'idée que c'est une erreur, mais enfin, elle a été faite par l'État. C'est pas le conseil municipal ici qui l'a décidé. Toujours est-il qu'elle a été supprimée. En ce qui me concerne, moi, j'ai une valeur locative qui est un peu supérieure à la moyenne des Beaucéens. C'est pas une maison de luxe que j'ai, mais je vois comme sur chaque feuille, il y a écrit la valeur moyenne et notre propre valeur. J'ai vu que c'était un peu supérieur. Je payais en 2020, 2000, ça tout à l'heure quelque part, il y avait une taxe foncière à 1231 et puis une taxe d'habitation à 1000 et quelques. Il y avait 2200 de taxes à payer. Voilà, 2149. C'était en 2020. Et là, j'ai appliqué les taux que nous nous apprêtons à voter. Comme il n'y a plus de taxe d'habitation, il n'y a qu'une taxe foncière, cette année, je vais me retrouver avec 1278 € d'impôts locaux,
Donc, il y a une augmentation par rapport à l'année dernière, mais il y a surtout un gain par rapport au début de ce mandat, et chaque année, là, de 871 €. Donc, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'impact sur le budget familial, et je pense que chacun peut faire son calcul, ben, la démonstration est faite que nos concitoyens ne sont pas impactés. Alors, c'est en partie dû à cette suppression, largement d'ailleurs dû à cette suppression de la taxe d'habitation. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est plus du quart de nos concitoyens sont locataires du parc privé ou du parc social, et donc ne sont absolument pas concernés par ces augmentations. Par contre, ils sont concernés, comme l'a dit Audrey, par l'usage des services publics. Donc ils ont tout intérêt à ce que ces services ne disparaissent pas. Donc moi, je suis très attaché à ça. Et puis avec le regard métropolitain, j'ai regardé un petit peu. Alors tout n'est pas encore sorti puisque c'est la période où nous votons tous dans nos conseils municipaux les taux. Donc j'essaie de suivre dans la presse, mais j'ai pas toujours. Nantes Métropole va compiler tout ça lorsque la période qui s'arrête au 15 avril des votes des budgets sera achevée. Mais en regardant un petit peu, pour ceux qui ont déjà voté, c'est vrai que en regardant les taux, alors les taux, il y a toujours le piège. On sait très bien que nous, à Boueil, mais d'autres communes ont des taux élevés parce que les bases sont très faibles. Donc, ce qu'il faut regarder, quand on est très honnête, c'est vraiment le produit fiscal. Et Audrey a rappelé qu'on était dans le bas du tableau en termes de produit fiscal. Mais si on regarde les taux et surtout l'évolution, c'est-à-dire les décisions qui ont été prises par les conseils municipaux, je m'aperçois que sur les 24 communes, alors c'est pas une question de couleur politique, la première, la plus forte augmentation, j'ai regardé à 2022, notre dernière augmentation à nous, c'était 2022. La dernière, vous l'avez rappelé, c'est resté stable. En comparant 2022 à 2024, eh bien, dans notre métropole, c'est la commune de Vertou qui a une augmentation de son taux de 15,5. Ensuite, c'est la commune d'Indre, plus 10%. Après, c'est la commune de Carquefou, 9,5% d'augmentation du taux sur 2 ans. Après, c'est la commune de Mauves-sur-Loire, 8,3%. Et puis ensuite, il y a Le Pèlerin, 7%. Et puis après, dans un mouchoir de poche, il y a Boueil et Rezé avec 4,6 pour Rezé et vous l'avez rappelé, 4,7. Les chiffres sont, on a les mêmes chiffres, 4,7 décidés aujourd'hui donc par Boueil. Donc, vous voyez, voilà, quand on compare avec ce qui se passe ailleurs et quelle que soit la couleur politique, on peut voir qu'il y a des augmentations qui sont quand même des fois beaucoup plus fortes que celles que nous proposons. Donc, ça relativise quand même un peu la critique. Argument de poids, quelqu'un qui vient me voir et qui dira je ne comprends pas que ma taxe foncière augmente de 10%, je lui dirais mais il y a des communes, c'est plus que ça, votre argument est valable, mais gardez-le, si il me sort bien, c'est quelqu'un qui l'a mis. Gardez-le maintenant, qui regarde bien, moi, c'est pour ce que c'est factuel, l'augmentation pour un océan en moyenne. Après, on peut sortir ce qu'on veut en intégrant des taxes d'habitation qui ont lieu, qui n'ont pas lieu. Pourquoi pas augmenter, pourquoi pas mettre de la TVA pendant qu'on y est. Bref, ce que nous votons ce soir, c'est la taxe foncière. On ne vote rien d'autre. Avoir la taxe foncière en tenant compte des bases nationales et ce que demande la commune, ça fait une augmentation de 8,7. C'est factuel. Et après, on dit c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est mieux, c'est moins bien que les autres. Je ne fais pas de comparatif. Je dis pour un océan, c'est 8,7 d'augmentation, point barre. Ça n'empêche pas de faire des comparatifs de notre côté, mais ça permet d'étoffer le débat et de l'éclairer. Je pense que ce n'est pas inutile. Bien, et puis merci Laurent pour les chiffres, pour les ramener aussi, parce qu'il faut se méfier toujours des pourcentages. C'est toujours intéressant. Non, là, monsieur le maire, excusez-moi de... Vous m'interrompez, oui, effectivement. Les Bosséens ne vont pas payer un pourcentage. Dans quel monde pensez-vous que les Bosséens payent un pourcentage? Mais c'est ce que je viens de dire, monsieur. Les Bosséens ont du mal à vivre, mais, ils vont payer quelque chose en impôts. Mais monsieur, et eux vont se rendre compte de l'augmentation. Monsieur, c'est ce que je viens de dire, mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais vous pouvez rajouter. Je viens de dire qu'il faut se méfier des pourcentages. On dit la même chose. Et c'est pour ça que c'était intéressant que monsieur Louvet nous ramène à ce que ça
représente réellement en euros. Je pense que je dis la même chose. Si, Monsieur Pervier, on vous a... si, quand même. Monsieur Épervier, vous n'êtes peut-être pas... Je veux dire, si je mettais 6 euros multipliés par le nombre de fiscalisables, je ne trouve pas mon chiffre dans le budget. C'est par mois. Mais bon, bref. Monsieur Épervier, on vous a entendu, on a entendu vos chiffres, vous pouvez aussi entendre nos chiffres, entendre nos comparaisons, ça, voilà, bien. Eh bien, je vous propose, s'il n'y a pas d'observation, je vous propose de mettre ça aux voix. Monsieur Boujou, je vois que vous hochez la tête, vous voulez peut-être vous exprimer? D'accord, eh bien, c'est parfait, au moins, c'est parfait. Je mets donc au vote. Qui est contre? 6 voix contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Eh bien, je vous propose de passer au budget primitif 2024. Audrey. Alors, donc le budget 2024 s'établit pour la section de fonctionnement. Alors, je vais vous donner... pas forcément tous les chiffres, mais les plus importants, au moins vous dire ce que ça représente et à quoi correspondent les lignes. Donc le 011 charge à caractère général 2 274 000, ce sont tous les frais de fonctionnement de la commune, le matériel, les assurances, tous les frais que l'on dépense au quotidien pour faire fonctionner la commune et les services. Le 012, c'est les charges de frais de personnel, 5 248 320 €. Ensuite, nous avons l'atténuation de produits. Ça, c'est le fonds de péréquation pour 23 840. Les autres charges de gestion courante, c'est ce que l'on verse pour tout ce qui est subventions aux associations, l'OGEC, les indemnités, toutes les formations également, donc 564 436. Les charges financières, c'est nos intérêts d'emprunt. Et les charges exceptionnelles, il s'agit d'un titre annulé pour cette année pour 8 000 €. En recettes, les atténuations de charges, ce sont les remboursements d'arrêt maladie, les ventes de produits services, donc ça c'est tout ce qui est utilisation des Bosséens pour les services, donc le périscolaire, la cantine, l'utilisation des salles, etc. Donc là 823 700 €. Donc la fiscalité vocale dont nous venons de parler pour 5 48 909 €. Impôts et taxes, donc la ligne suivante c'est l'attribution de compensation, la DSC pour 856 466. Les dotations, subventions, participations, ça c'est la CAF, la DGF, pour 1 430 167. Et les autres produits de gestion courante, ce sont nos locations immobilières, les remboursements de sinistres, les recettes de spectacle, il y a plein de choses à l'intérieur, 103 860 €. Et ensuite, nous avons une annulation d'un mandat sur l'exercice antérieur pour un peu plus de 35 000 €. Viennent s'ajouter sur cette section de fonctionnement donc ce que l'on a voté précédemment, donc les 700 000 de résultats antérieurs et 2 écritures, donc 291 123 qui sert de virement à la section d'investissement et nos opérations d'amortissement, donc ça c'est vraiment une écriture comptable pour 550 000 €, ce qui représente une section de fonctionnement de 9 039 384 €. Vous avez ensuite la section d'investissement. Donc les 4 premières lignes représentent tous les investissements de l'année, donc corporels, incorporels d'équipement et les immobilisations en cours, donc pour un peu plus de 1 500 000 € au cumulé. Ensuite, nous avons le remboursement du capital de notre emprunt pour 345 420 et en recettes en face, c'est rare d'avoir des recettes en emprunt, mais c'est un retour de caution pour 3 005 €. Nous avons des subventions, donc le remboursement échelonné de la subvention au département pour 120 000 € et les recettes en face que l'on a déjà donc en reste à réaliser en DETR DSIL pour 248 700 €. Et les dotations, donc ça c'est l'affectation du résultat, donc on l'a sur 2 lignes pour 149 000 € en dépenses et 1 053 000 € en recettes, c'est ce que l'on a voté tout à l'heure.
la contrepartie de notre virement de section de fonctionnement et la contrepartie de l'écriture d'amortissement. Ce qui fait donc une section d'investissement pour 2 146 673,56 €. Merci Audrey. Est-ce que vous avez des observations, des demandes d'intervention? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'intervention? Non. Bon, ben moi je vais faire quand même une intervention. Mine de rien, voilà. Avant de mettre aux voix. Suspense, mes chers collègues. Donc, moi, ce que je voulais indiquer sur ce budget 2024, comme la plupart des communes, ça ne vous a pas échappé que depuis 2021, nous sommes quand même dans des années noires budgétaires, puisque vous le savez, il y a eu le Covid qui nous a mis en grande difficulté budgétaire, puisque les dépenses étaient plus importantes et les recettes n'arrivaient pas. Nous avons eu aussi l'explosion du coût des matières premières et de l'énergie. Cela se traduit d'ailleurs, mes chers collègues, par la douloureuse décision de reporter la construction du nouveau groupe scolaire Victor Hugo aux Ormeaux afin de faire face à l'explosion du coût de la facture de gaz, plus de 400%. Il fallait bien qu'on puisse y faire face et prendre cette décision. Alors l'année 2024 reste toujours sous forte tension budgétaire, puisque ça ne vous a pas échappé, le contexte inflationniste reste malgré tout toujours fort, moins fort que l'année dernière, mais toujours à un niveau élevé. Alors, grâce aux efforts réalisés par les services de la ville de Boueuil pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, tu l'as dit Audrey, nous avons pu dégager un excédent de 1,4 million d'euros afin de le réinjecter pour moitié pour les investissements 2024. C'est ce que nous avons vu dans la délibération sur la réaffectation des résultats. Il faut souligner, mes chers collègues, que ces efforts pour contenir nos dépenses de fonctionnement à Boueuil sont remarquables. Le terme est pesé. En effet, nos dépenses de fonctionnement par habitant ont très peu évolué, seulement de 1,5% en 7 ans, soit la troisième plus petite évolution sur les 24 communes de la métropole. L'évolution moyenne des dépenses réelles de fonctionnement par habitant sur cette période, 2015-2022, est en moyenne de 4,9, pratiquement 5% pour l'ensemble des 24 communes. Vous voyez que nous avons un niveau de dépenses de fonctionnement par habitant qui a très peu évolué. Il faut quand même comparer, et quand on regarde les évolutions de fonctionnement par habitant, je prends un exemple, à nouveau, tu avais pris l'exemple de Vertou, c'est plus 16% en 7 ans d'évolution des dépenses de fonctionnement réelles par habitant. Alors, nous démontrons à travers ces éléments chiffrés que nous pouvons partager et que nous avons partagé, je crois, dans le débat d'orientation budgétaire, puisque ces éléments ont été remis à l'ensemble des membres du conseil municipal. Nous démontrons ici que les élus de Boueuil font preuve d'une gestion exemplaire dans le domaine de la maîtrise de ces dépenses de fonctionnement. Et j'en profite, monsieur le DGS, pour saluer les efforts consentis par nos services pour tenir chaque année cet objectif. Malgré cette bonne gestion de nos finances communales, nos besoins d'investissement sont très importants sur la fin de mandat. Ils ont été évalués au minimum à 2,5 millions d'euros, comme vous pourrez le constater dans la délibération suivante. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'un budget volontariste tourné vers l'action pour relancer le plan pluriannuel d'investissement sur les 3 prochaines années, en évitant le recours à l'emprunt pour le financer, car les taux bancaires sont élevés, et je pense, et nous partageons tous, que ce n'aurait pas été un bon calcul d'emprunter en 2024, car cela aurait grévé notre capacité d'endettement. Pour mener à bien les projets attendus par les associations, par les Beaucéens, nous avons fait le choix de réévaluer de 2 points notre fiscalité locale afin de dégager des marges budgétaires. Parmi les 24 communes de Nantes Métropole, tu l'as dit Audrey, la ville de Boueuil fait partie des 8 communes qui ont le produit fiscal le plus bas par habitant. En 2022, si la moyenne était de 704 €, tu l'as dit, ce chiffre par habitant sur l'ensemble de la métropole, le produit fiscal par habitant à Boueuil est de 497, soit plus de 200 € en moins par habitant par euro. Donc on peut le dire, il est faux de faire croire que la pression fiscale à Boueuil est insupportable.
car malgré cette augmentation de 2 points, Boueil restera une des villes de la métropole où la fiscalité est l'une des plus faibles. Si l'on peut regretter, et tu l'as dit Jacques, que le gouvernement Macron ait supprimé la taxe d'habitation qui conduit à faire supporter l'effort fiscal uniquement sur la taxe foncière auprès des propriétaires, cette recette fiscale va néanmoins nous permettre de construire un budget volontariste avec un haut niveau d'investissement. J'ai fait le choix, avec mon équipe, d'écarter l'option consistant à réviser à la baisse nos ambitions. Au contraire, ce budget est un budget de relance des investissements sur les 3 prochaines années. Il est indéniablement tourné vers l'avenir pour répondre aux enjeux de la transition écologique, dont la moitié de nos capacités d'engagement de notre PPI d'investissement 2024-2026 sera directement consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments et à la végétalisation de la ville. En outre, une action très volontariste d'entretien lourd, de réparation, de rénovation des équipements communaux est proposée. J'aurai l'occasion d'en reparler dans la délibération pour l'adoption du programme pluriannuel de relance des investissements. Sans oublier que la mise en œuvre de cette PPI ne pouvant s'engager qu'à travers l'action des agents communaux, notre budget a également prévu la même approche pluriannuelle pour assurer les moyens budgétaires en fonctionnement, en incluant les revalorisations salariales et les revalorisations de la participation de l'employeur, donc nous, pour la protection sociale complémentaire de nos agents de la ville de Boueil. Alors mes chers collègues, je vous invite donc à voter pour un budget volontariste car il conforte notre stratégie financière saine et solide, pour un budget d'action en faveur de la relance du haut niveau d'investissement pour les 3 prochaines années attendues par nos concitoyens. Merci de votre attention et je mets donc au vote ce budget 2024. Merci. Alors, qui est contre ? 6. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci pour l'adoption de ce budget. Alors, je vous propose tout de suite d'évoquer ce que j'ai indiqué dans mon intervention, le programme pluriannuel de relance des investissements et l'agenda social 2024-2026. Donc, il vous est proposé un programme pluriannuel de relance de l'investissement qui, vous le savez, est un processus classique. Nous le faisons lorsqu'il y a des investissements côté métropolitain. Eh bien, je vous propose de pouvoir vous donner à voir une planification de projets qui permettent de recenser nos projets d'investissement, de les prioriser en fonction de nos capacités financières et les choix politiques que nous avons faits pour la ville de Boueil. Elle permet de formaliser et de donner à voir, comme je vous le disais, la stratégie d'investissement de notre collectivité, de faciliter le pilotage pour nos services de cette programmation, tout en donnant de la visibilité à nos acteurs, notamment nos concitoyens et nos associations. En fonction évidemment des circonstances, cette PPI pourra tout à fait être révisable à la baisse qu'on ne souhaite pas ou à la hausse en fonction des capacités qui pourraient se dégager pour les budgets suivants. Sur cette base, la capacité d'engagement pour la fin de mandat 2024, 2025, 2026 a été fixée à 2,5 millions d'euros et dont près de la moitié sont directement consacrés à la transition écologique et notamment à la rénovation énergétique des bâtiments ainsi que de la végétalisation de la ville. En outre, comme je vous l'ai dit, nous avons aussi inscrit dans cette PPI une action très volontariste pour l'entretien lourd des réparations et de rénovation des équipements communaux dans ces programmations. Alors, le tableau qui vous est annexé à ces délibérations résume ce que je viens de dire pour cette période 24-2026. Et comme je vous le disais, cette PPI, elle s'accompagne aussi d'une action sur les moyens en termes de fonctionnement, puisque sans fonctionnement, sans moyens, il est un petit peu compliqué de réaliser les investissements et les travaux. Et donc, je tiens à saluer évidemment l'investissement de nos agents. C'est pour lesquels on a aussi mis en avant les éléments de reconnaissance professionnelle au niveau salarial et qu'on vous propose aussi un agenda social pour la période 2024-2026. Donc, le tableau vous a été remis en séance, donc vous pouvez voir que sur les 2,5 millions, nous avons des grands postes. Je vous le disais, la rénovation énergétique, 840 000 euros
pour cette PPI. L'adaptation climatique, 160 000 €. Les moyens des services, bah oui, il faut qu'ils aient des moyens de fonctionner, notamment au niveau de l'informatique, au niveau des véhicules et des gros matériels, hein, puisqu'il faut renouveler aussi notamment les tracteurs, des équipements au niveau des services espaces verts. La sécurisation, nous avons souhaité aussi renforcer la sécurité de nos bâtiments communaux. Et puis, ce que je vous disais, l'ensemble du programme pour les grandes réparations, les grandes rénovations qui vous sont ici listés. Alors, les deux premiers, c'est la création de nouveaux équipements, le City Park, et puis au niveau des équipements ludiques de la Mévellière. Et ensuite, vous voyez toute la liste au niveau de l'église, l'hôtel de ville, salle René Gauthier, le gros squelette Maris-Bastier, le complexe Béleste, le château de la Mévellière, la LSH, donc centre aéré, le hall de tennis, la restauration scolaire de Maris-Bastier, Victor Hugo et la piste d'athlétisme font l'objet de gros travaux, hein, ce qui fait que notre PPI, effectivement, monte à 2,5 millions. L'autre partie, ce n'est pas de l'investissement, mais évidemment, rien ne se fait, comme je vous le disais, sans le personnel communal. Alors, il y a une partie prévention des risques professionnels. Ça, c'est un axe important sur lequel nous devons avoir toujours une attention particulière et sur lequel nous sommes appuyés avec les représentants du personnel sur des dossiers qui relèvent du document unique pour mettre des investissements, pour réduire au maximum les risques professionnels. Et puis, vous avez l'enveloppe de 314 000 € qui correspond à la revalorisation indiciaire, la prime de pouvoir d'achat que je vous proposerai au prochain conseil municipal du 30 mai, la revalorisation de la participation employeur prévoyance, la revalorisation du régime indemnitaire et la mise en place anticipée de la participation employeur sur la complémentaire santé. C'est aussi des éléments d'attractivité. Vous le savez, la fonction publique aujourd'hui est mise à mal. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de difficultés à recruter et il est important que cette reconnaissance soit opérée à travers cette délibération qui engage pour les 3 prochaines années ce travail que nous voulons mener à la fois sur l'investissement et à la fois sur nos moyens humains. Est-ce que sur cette délibération, cela suscite des questions ou des observations? Oui, Monsieur Bougeot? Oui, petite remarque plutôt d'ordre méthodologique. On appelle ça une programmation pluriannuelle de relance des investissements. Effectivement. Moi, j'ai plus le mot investissement me paraît étrange, approprié, pas certain. Quand on voit qu'il y a quand même beaucoup de rénovations, donc ça pourrait plutôt être un plan pluriannuel de rénovation. Je pense qu'on est plutôt dans cet aspect-là. Et 2 petites questions aussi sur des lignes d'investissement. L'informatique à hauteur de 250 000 €, sans doute. C'est un poste énorme. Alors, je serais curieux de voir. Non, mais sans doute. Hein, je vois Monsieur Garot qui fait des gestes pour la mesure de la chose. Beaucoup d'investissements, un gros poste. Si on peut avoir quelques précisions, en tout cas en guise d'information. Et l'autre chose, vous avez indiqué il y a quelques minutes que ce plan était, on pouvait le réviser. En tout cas, voilà. Et donc là, vous nous parlez de la prime de pouvoir d'achat qu'on voit à la fin du document, pour laquelle nous sommes plutôt favorables, en tout cas dans l'esprit. Pourquoi la mettre déjà dans le document, sachant que c'est quelque chose que vous allez proposer au vote, d'après vos dires, dans le prochain conseil municipal, et sachant qu'on peut réviser la PPI progressivement? Est-ce qu'en termes de méthode, on n'aurait pas d'abord fait les choses dans l'ordre en mettant d'abord au vote au prochain conseil, faire une petite révision de la PPI, comme ça on aurait été plus dans les clous? Question ouverte. Bon, non, c'est pas comme ça. Alors d'abord, première question, ces travaux, c'est pas des petits entretiens, c'est de l'investissement. Je parle sous le contrôle de mon adjointe aux finances. C'est donc c'est un budget d'investissement et donc je maintiens le terme investissement. C'est pas du fonctionnement. Hein. Non, je vous réponds à votre question. Alors, les créations, c'est ce que je vous ai dit. Les nouveaux investissements, je vous ai bien précisé, il y en a 2, City Park, Mévellière. Le reste, c'est des travaux. D'ailleurs, c'est ce qu'on met, hein, des grandes rénovations, puisque ça relève quand même de la typologie comptable investissement. Ça serait du fonctionnement, ça serait difficile, parce que s'il fallait taper sur la section de fonctionnement, on s'en sortirait pas. Donc c'est bien de l'investissement. Vous voyez bien que quand vous avez de la rénovation...
Non, et puis de l'investissement. Quand vous avez 150 000 euros, c'est pas de l'entretien. Je suis désolé. Hein. Après, on ne peut pas laisser un bâtiment s'écrouler pour Voilà. le reconstruire, pour vraiment que ça s'appelle. Voilà. Mais c'est c'est pour comprendre. C'est de la grosse rénovation. Hein, voilà. Donc ça relève de l'investissement. Ensuite, après, voilà, moi je suis désolé, c'est comme ça que ça s'explique. Et ensuite, vous m'évoquiez par rapport à la prime de pouvoir d'achat. Oui. Oui. Ouais. Non, puisque tout ce que là on a fait, c'est pas forcément. Ce que je voulais dire, c'est revisable. D'abord, on n'est pas sur le niveau de d'euros. Ce qui est revisable, c'est surtout par budget, c'est-à-dire qu'on a voté le budget 2024. Là, je vous donne une projection sur 3 ans. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de l'année 2024, on ait la capacité à encore en faire plus et donc à proposer effectivement d'autres investissements qui sont réalisés. Donc là, on a été prudentiel, mais comme nous savons que nous allons adopter la prime de pouvoir d'achat, elle est tout de suite intégrée dans le tableau par anticipation, comme est anticipé, par exemple, lorsque vous voyez sur la ligne que je vais mettre 30 000 euros pour les véhicules. Pourquoi je vais attendre ? Le vote, il se fera en 2025. Pareil pour la sécurité du bâtiment, il y a 26 900 euros pour de la vidéoprotection. Elle n'est pas votée, elle sera votée en 2025. Mais le principe d'une PPI, c'est un programme pluriannuel, ce qui permet de donner de la visibilité. C'est comme quand on présente en début d'année, je ne sais pas si vous avez vu, la PPI Nantes Métropole. Nous planifions tous les aménagements que nous allons réaliser sur Plaisance, ça s'est réalisé maintenant, mais la PPI, nous l'avons votée en début de mandat, en 2020. Hein. La rue de la Gare qui va être faite pour la fin de l'année, c'est la même chose. Donc on est dans une planification. Hein. L'idée, c'est pas de dire on vous présente des choses qui vont être votées. C'est autre chose. Hein. Bien sûr. Ça nous permet aussi de sortir si je peux me permettre, d'une certaine hypocrisie. Parce que vous nous dites, probablement sur le principe, peut-être pas contre augmenter les fonctionnaires de la ville de Bouaye. Ben oui, mais il va falloir trouver des sous. Alors nous, on les a trouvés. Parce qu'on a fait cette planification, on les a trouvés en votant tout à l'heure une augmentation. Donc voilà, on ne peut pas dire on est d'accord, on planifie loin, mais en même temps, quand il faut trouver les sous, il n'y a plus personne. Le fait de planifier permet, si nous n'avions rien planifié, pourquoi augmenter les impôts ? Voilà. C'est ça la question. Et comme on planifie, qu'on voit qu'il y a des choses à réparer, importantes, hein, il y a eu les sommes, et qu'en même temps on veut soutenir les salariés de la ville de Bouaye, la conclusion c'est de trouver les moyens maintenant. C'était ça. Non, mais j'ai éclairci le conseil municipal. Monsieur Boujou, il y a débat. Monsieur Garot a le droit de s'exprimer et à donner un point de vue. L'idée, c'est l'expression, me semble-t-il, Jacques, si tu me le permets, c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de cohérence. C'est ce qu'il vient de vous dire. C'est-à-dire, nous faisons le choix d'augmenter la fiscalité de 2 points qui va nous permettre d'assurer des besoins d'investissement de 2,5 millions d'euros. Donc la cohérence, c'est de dire, vous nous dites oui, nous on est d'accord, dites-nous où vous n'êtes pas d'accord, parce qu'effectivement, si nous manquons pas de 2 points, il va falloir revoir à la baisse nos ambitions en termes d'investissement et aussi nos ambitions en termes de reconnaissance des personnels. Là, on est dans un débat, c'est pas un problème méthodologique, on est dans un débat de cohérence politique. C'est tout ce que je pense a voulu dire Monsieur Garot. Voilà. Mais vous pouvez nous dire, hein, j'ai fait une simulation parce que, évidemment, l'hypothèse de ne pas augmenter les impôts, ça représente 450 000 à 500 000 euros d'investissement en moins. Donc, sur les 3 ans, donc sur les 2,5 millions, il faut nous dire qu'est-ce qu'on enlève en termes de travaux de rénovation ou en termes d'investissement ou en termes de reconnaissance salariale. Bon, je ne vais pas faire l'exercice à votre place, mais à un moment donné, je pose la cohérence des positions des uns et des autres. Voilà, c'est tout. Bien, mes chers collègues, la question sur l'informatique. Ah oui, tout à fait.
250 000 euros d'informatique. Bah, vous voyez quand même le nombre d'agents. Tous les agents ne sont pas équipés de postes informatiques, mais quand même, aujourd'hui, la plupart des agents... Il y a tous les serveurs à changer. Et aujourd'hui, vous le savez bien dans le domaine, on n'est pas dans des durées d'amortissement de 10 ans, 20 ans. Le matériel informatique, il est vite obsolète. Les logiciels sont vite obsolètes. Aujourd'hui, bah, on a fait effectivement un audit, puisqu'on a un prestataire qui s'appelle APS, en toute transparence, qui nous a dit, bah là, il va falloir rapidement renouveler, notamment les serveurs, renouveler les postes informatiques et dans les écoles, parce que vous oubliez qu'il n'y a pas que le matériel de la ville, mais il y a aussi tout le matériel des écoles. Donc, ça représente, et d'où l'intérêt d'avoir une PPI sur 3 ans, pour pouvoir renouveler en 3 ans, parce qu'on ne peut pas faire ça tout d'un coup. Les 250 000, on l'a réparti, vous voyez, 100 000 en 24, 80 000 en 25, 70 000 en 2028. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Oui. 2028, oui. 26. 26 oh, ah oui, non, 3 ans, ça suffit, c'est déjà pas mal. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette planification, elle nous permet d'assurer effectivement une visibilité de 3 ans en termes de renouvellement. C'était juste une demande d'éclaircissement sur le truc. On ne remet pas en cause le chiffre, c'est juste que c'est un chiffre qui est important parmi les lignes. Bien sûr. Et comme on l'a dit que le conseil municipal est un exercice pédagogique, on demandait de la pédagogie. Absolument, absolument. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous réponds concrètement. Écoutez, vous avez au niveau du chiffre de la... vous avez... faire que les calculs d'augmentation de taxes, mais la Meuvelière, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un plantage. Oui, il manque... le total n'est pas bon. Ah oui. Le total n'est pas bon, il faut rajouter 50 000, donc vous voyez que la PPI est même un peu plus haute. Je faisais économiser à la commune 50, 30, 80 plus 50. Voilà. Ça fait 130. Bon, ça... Il n'y a que là, monsieur Rochon. Oui, mais merci. Mais ça veut dire qu'il va falloir encore faire plus d'efforts si on augmente, on augmente de 50 000 la PPI. Un jour, vous allez être obligé de vous occuper des dépenses. Incroyable. Voilà. Tout le temps. Bien, donc je vous indique un petit peu ces éléments-là. Le calcul, il est clair. Aujourd'hui, oui. Eh bien, je vous mets donc au vote ce dossier. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Votre groupe. Peut-être Mme Gouraya ne s'abstient pas. Si. Voilà. 6 abstentions. Non, mais vous voyez, j'encourage votre groupe à voter, hein, Monsieur Perbrier, vous voyez. 6 votes abstention. Qui est pour? Distribuer les subventions de fonctionnement. Dans le tableau, il y a également quelques subventions sur projet qui sont différentes des subventions de fonctionnement. Mais comme nous avions eu les demandes en amont, nous avons pu tout de suite les intégrer au tableau, puisque après, quand c'est des subventions exceptionnelles sur projet, on fait des délibérations à chaque conseil municipal. Donc, il s'agit de reconduire à niveau équivalent à l'année dernière pour les associations. Après, la répartition se fait, par exemple, avec l'OSB pour le sport, et puis avec les adjoints en fonction des critères établis. Donc chaque
pavés, entre guillemets, on vous les a remis, hein, c'était une demande de la commission de les remettre par thématique, donc elles ont été remises dans la délibération. Chaque subvention a été présentée en commission. Donc là, cette délibération regroupe l'intégralité pour un montant cette année de 80 175,60 €. Évidemment, le montant il est inférieur à l'année dernière, pas pour les associations, mais suite à la fermeture de l'EBMD, puisqu'il y avait la subvention de l'EBMD qui évidemment n'apparaît pas cette année. Donc il vous est proposé d'attribuer ces subventions pour les associations comme il vous a été présenté et comme il est remis dans le tableau. Merci Audrey. Donc chacune des subventions était vue dans chacune des commissions. Mais s'il y avait encore des questions, n'hésitez pas à demander la parole. Pas de questions, donc je mets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais passer tout de suite la parole à Madame Berthet pour l'avenant numéro 3 au marché de maintenance et d'installation de chauffage. Merci, Monsieur le maire. Donc, petit rappel historique, on avait donc voté un avenant numéro 2 en décembre 2022, qui n'a pas été par contre validé par la société donc d'Alkia. Donc, je rappelle aussi que cet avenant comporte 3 choses, le P1, P2, P3, le P1 étant la fourniture d'énergie, c'est surtout ce qui nous concerne aujourd'hui. Le P2, c'est l'entretien courant, donc le contrôle, le pilotage de la sécurité donc des installations de chauffage. Et le P3, c'est donc les gros entretiens et le renouvellement donc du matériel. Ça peut être une chaudière, par exemple. Donc, l'avenant 2 n'étant pas valide, on a renégocié cet avenant 3. À savoir que le contrat d'Alkia est une durée de 9 ans et tous les 3 ans, il y a une clause de revoyure. Et donc, en septembre 2022, 30 septembre 2022, fin du contrat pour les 3 ans, on devait repartir qu'au 1er octobre 2022 pour un montant pleine crise énergie. Vous vous rappelez de ça? L'Ukraine, on passait à des coûts de molécules qui étaient plus de 230 €. Donc, on avait négocié à l'époque, c'était avec Monsieur Garot, donc cet avenant, et on avait donc réussi à obtenir 141,82 € pour une année jusqu'au 30 septembre 2025. Sur ce, il y a eu une chute depuis donc du coût de la molécule. Et on avait quand même laissé une petite ligne, nous, entre les deux, qui permettait quand même de revoir. Bon, Dalkia n'étant pas d'accord, on a renégocié, fortement, avec avocats interposés. On a trouvé un accord amiable, et avec l'appui aussi de Nantes Métropole, pour obtenir quand même une tarification à 68 € la molécule à partir du 1er janvier 2024. C'est quand même une grosse négociation, et nous sommes fiers de ça. Et au bout de ça, notre but, c'est de partir dans le groupe d'achat de Nantes Métropole. Donc au 30 septembre, évidemment, 2025, avant, on est évidemment lié à Dalkia. Voilà les clauses. Alors, on a redéfini quand même quelques petites choses à l'intérieur. On a aussi retoiletté, c'est-à-dire qu'il y a des logements qui ne sont plus dans le contrat. Le logement de 1 rue de Nantes, évidemment, il y avait le motoclub parce que vous voyez bien la démolition qu'il y a. Et le 3 bis place de Bois-Jacques, c'est le logement qui est en location au-dessus du pôle technique. Donc voilà, la commission, je laisse au maire de vote. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, tout ça a été vu en commission en détail, mais toujours pareil, s'il y a encore des questions et des observations, n'hésitez pas à demander la parole. Si ça vous semble clair, je mets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Ensuite, donc, la convention de partenariat avec la mutuelle des cheminots, la MCRN. Je laisse la parole à Madame Leblévenec. Oui, tout à fait. Donc, en 2020, la ville de Bouaye a engagé une démarche visant à proposer aux Bosséens ainsi qu'aux agents de la commune un dispositif de mutuelle complémentaire communale, dans un objectif d'améliorer l'accès aux soins des habitants, renonçant trop souvent à souscrire à une couverture santé en raison de tarifs trop élevés. C'est ainsi que la mutuelle, intitulée Mutuelle des cheminots de la région de Nantes, MCRN, a été retenue après une phase de consultation. Son offre ayant été jugée la meilleure au regard des conditions tarifaires et de garantie sur les prestations essentielles, telles que l'optique, dentaire et médecine générale.
Une convention de partenariat entre la ville de Boueil et la MCRN a donc été conclue sur la période de 2020 à 2023. Le partenariat avec cette mutuelle donnant satisfaction, il est dès lors proposé de le renouveler pour une nouvelle période de 3 ans, donc allant de 2024 à 2026, aux mêmes dispositions et conditions que le précédent. Donc la convention est ainsi que son joint à la présente délibération. Il est proposé au conseil municipal, au vu de la commission jeunesse aînée solidarité du 12 mars, de poursuivre la mise en place d'une couverture santé proposée aux Bosséens et aux agents de la commune, de retenir la mutuelle MCRN en tant que prestataire de mutuelle complémentaire communale et d'autoriser M. le maire à accomplir toute formalité se rapportant à cette affaire et notamment à signer la convention de partenariat jointe à la présente délibération. Voilà. Merci Nicole. Donc c'est un dossier que nous connaissons, puisque l'idée Oui. c'est de renouveler le contrat pour les 3 prochaines années. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Donc il s'agit de la création d'une commission extra-municipale dénommée Commission citoyenne bosséenne. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Garot. Et oui, nous sommes engagés depuis déjà bon nombre d'années en faveur de la participation des Bosséens dans la vie de leur commune. Cette participation citoyenne, elle prend plusieurs formes. Hein. Ça va des fois de simples réunions d'information, mais ça va aussi jusqu'à des processus de co-construction. Elle varie aussi en fonction de la temporalité des projets. Hein. Parfois, c'est une instance permanente. La plus ancienne que nous ayons créée, c'est le Conseil des sages. Il a été créé dès 2008 et il est toujours actif. Il se renouvelle tous les 3 ans et il produit un certain nombre de recommandations et de travaux. Et puis au-delà du Conseil des sages, qui est permanent, nous avons des commissions, on va dire ad hoc, en fonction des sujets. Dans les mandats précédents, il y a eu l'élaboration d'un agenda 21. On a eu également, en ce moment, nous avons en cours la préparation du premier projet sportif communal, avec là aussi la participation des citoyens qui sont intéressés. Nous avons... Il n'y a pas très longtemps, oui, également, il y a le travail sur l'accessibilité qui intègre aussi des associations et des personnes en situation de handicap qui veulent travailler sur ce dossier-là. Nous avons travaillé de façon participative l'AMI Cœur de Bourg, avec bon nombre d'ateliers. Lorsque nous avons élaboré aussi le schéma de la Mévelière, il y a eu des ateliers dans cette salle pour définir ce qu'allait être le contenu finalement de ce parc. Et puis récemment, notre collègue en charge de la politique cyclable, Xavier Vinet, a aussi mené des ateliers pour élaborer notre second schéma vélo. Donc vous voyez, ça, c'est assez permanent, mais on veut quand même aller plus loin. C'était un des engagements de campagne. Alors comment aller plus loin avec le code des collectivités, le code général des collectivités territoriales nous permet, dans son article L 2143.2, de créer une commission extra-municipale. Donc nous proposons 3 objectifs et 3 collèges pour composer cette commission. Les 3 objectifs qui seraient assignés à cette commission, c'est de mobiliser le maximum de nos citoyennes et citoyens autour des plans d'action pluriannuels que nous adoptons au conseil municipal. Et j'ai souvent cette expression de dire que c'est pas, on les adopte pas pour après caler le bureau du maire. C'est vraiment pour que ça vive. On en avait parlé avec Monsieur Bougeot. Là, il faut que nos concitoyens ils s'en saisissent. Il faut qu'on les acculture, bien entendu, à des schémas qu'ils ne connaissent pas forcément. Puis après, qu'ils puissent exercer leur droit de contrôle et qu'on voit que tous les ans, ces schémas soient vraiment mis en œuvre. Donc il y a le plan guide Cœur de Bourg. Je me suis résumé seulement à ceux que nous venons d'adopter durant ce mandat. Donc l'AMI Cœur de Bourg, le schéma directeur de végétalisation et le schéma communal de Roux, les 2 derniers ayant été adoptés le 1er février, donc tout récemment. J'ai mis des petits points parce qu'il peut y avoir d'autres choses à suivre. Peut-être que le projet sportif communal peut aussi être un jour suivi par cette commission extra-municipale. Deuxième objectif, c'était dans nos engagements de campagne. Nous avons mis comme projet de créer un budget participatif. Dans le budget 2024 que nous a présenté Audrey, il y a une enveloppe de 20 000 € réservée pour l'instant. Elle n'est pas encore affectée, bien sûr, mais elle est réservée pour pouvoir
transformer cet engagement en réalité. Donc il va falloir définir un règlement de l'attribution de cet argent public sur des initiatives citoyennes qui pourraient être retenues dès l'automne, en fait, le temps que tout ça se mette en place et qu'il y ait des projets qui soient déposés en mairie. On pense que ça peut être raisonnable d'imaginer au dernier trimestre un vote au conseil municipal pour l'attribution des projets qui seraient retenus. Et enfin, troisième objectif, celui-là on l'a situé plutôt à partir de 2025, d'organiser une journée d'action citoyenne. Vous avez peut-être vu ça dans diverses communes. On mobilise autour d'un thème, d'un sujet, d'une action, le maximum des habitants pour qu'ils soient associés. Il faut que ce soit des choses qui ne soient pas dangereuses, hein. Il ne faut pas mettre en danger la sécurité des gens, mais Marie-Pierre travaille là très prochainement à une grande collecte des déchets dans les chemins qui va dépasser en ampleur ce qui a pu être fait, parce qu'il y a plus de circuits, et il y a plus d'associations qui vont être associées. Donc c'est vers ce type d'action que nous pourrions aller, et on a un magnifique terrain de jeu qui s'appelle la Mévelière, donc il y a de quoi faire pour mobiliser nos concitoyens. 3 collèges, majoritairement un collège de citoyens, donc je vais redonner la parole après peut-être à monsieur le maire ou à notre directeur général des services pour voir comment nous allons procéder pour le composer, ce collège des citoyens de façon paritaire, 15 hommes, 15 femmes. On a imaginé tirer au sort sur les listes électorales en excluant sur la liste, on pourrait tomber sur un d'entre nous et on ne peut pas être là à plusieurs titres, donc on exclura bien sûr les élus municipaux si on doit être tiré au sort. Le collège des élus réduit pour que justement la place des citoyens soit prépondérante. Le maire, l'élu en charge de la souveraineté, donc c'est votre représentant, et un élu pour chaque groupe. Donc on peut déjà dire que pour notre groupe a été évoqué en commission, je crois que c'est Ludivine, et je ne sais pas si vous avez fait remonter. Ah, ça y est, monsieur, je n'ai pas le nom moi, mais c'est Madame Canac qui va donc représenter le groupe Ensemble Décidons Boueille. Et enfin, un 3e collège que nous allons pouvoir constituer à partir de demain, en leur écrivant, bien sûr, des associations, des structures citoyennes qui ont une sensibilité justement dans tous ces domaines où nos comportements doivent évoluer. On pense au Conseil des sages, on pense à l'équipage, à Tous au jardin, à l'association Place au vélo, mais ce n'est pas limitatif, simplement on s'est dit qu'au maximum c'est 10 personnes et un maximum de 2 par personne. En commission, il a été bien dit que il faudrait éviter de reprendre des personnes qui auraient été tirées au sort, bien sûr. Voilà pour donc il s'agit d'adopter la création de cette commission, de désigner nos 2 collègues pour les 2 groupes, donc Madame Canac et Madame Oudelier, et de tirer au sort. Mais alors là, on ne sait pas, est-ce que la technique va suivre? Je vous propose d'abord de voter la délibération, voilà. Et nous ferons le tirage au sort après. Oui. Monsieur Bougeot. Pas exhaustive, hein, on est d'accord. Oui. Là, c'est juste pour savoir, en fait, toutes les associations vont être contactées à un moment donné oui. pour expliquer la démarche. Et je ne pouvais pas le faire avant le vote du Conseil, donc on va le faire là, dans la semaine qui vient. Oui. Bien sûr, en leur disant, vous pouvez nous envoyer mes 2 membres maximum. Oui, enfin, vous voyez, il y a quand même une orientation vers des associations qui sont engagées sur la citoyenneté pour nous accompagner dans tout ce qui est un peu changement de comportement, dans les déplacements, dans la gestion des déchets, c'est un peu l'esprit, quoi. Je rappelle que le collège est limité à 10 représentants, hein, donc effectivement... c'est un peu les spécialistes. Voilà. L'idée, comme effectivement, l'enjeu, c'est quand même orienté sur la transition écologique. On a déjà pointé les quelques associations qui pouvaient nous apporter des éléments, mais évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Hein, d'accord. On avait aussi pris la remarque de Mme Rayot par rapport à l'idée que s'il y avait un élu qui était tiré au sort, bien évidemment, il ne pouvait pas être retenu dans le collège citoyen. Hein. Et idem pour les associations. Ah, c'est ce qu'on a écrit, hein, collège des citoyens, ni être élu au sein du conseil municipal. Voilà. Est-ce que sur cette délibération, avant de mettre aux voix, il n'y a pas d'autres observations? Et puis après, je vous propose de procéder au tirage. Eh bien, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté
à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous allons procéder tout de suite au tirage au sort. Donc, nous utilisons le même logiciel lorsqu'il faut tirer les jurys d'assises. Alors, votre attention quand même, parce que c'est pas aussi automatique que ça. Le logiciel n'a pas le critère pour cocher la parité homme-femme. Or, on vient de délibérer pour qu'il y ait 15 hommes, 15 femmes. Le logiciel sexiste. Voilà. Oui, oui. Attends, bah, change de place avec moi. Ouais. Ah, merci Audrey. Pour pouvoir lire les mots. Voilà. Alors, les critères sont sélectionnés. Allez, on y go. Pouf. Et ben voilà. Donc la liste aléatoire sort. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Alors, eh ben on va commencer. Alors attends. Et on va commencer par les dames, puisque c'est la première. Numéro 1, donc Madame, alors c'est pas très confortable, Madame Degnaud, donc Béatrice, qui habite un petit peu plus loin. Oui, on l'aura après. Ah, vous l'aurez après, voilà. Bon, bah, sélectionné. Ensuite, Madame Kerbeck, voilà, qui est sélectionnée. Rosine, je suis obligé de me rapprocher. Ensuite, Madame Baudrier-Marie. Ensuite, Madame Alt Sophie. Ensuite, Madame Franchetot Colette. Madame Delaune Angélique. Madame Chailloux Héloïse. Madame Chantilly Dominique. Ensuite, Madame Bocco Marivonne. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, Madame Martin Villa Léonie. Madame Marco. Madame Vergniaud Lise. Madame Houdelier, mais c'est pas mal, Bérangère, c'est pas Ludovine, donc c'est bon. Madame Tanguy Elsa. Madame Le Gallou Julie. Et ça fait 15. 15. Voilà pour les femmes. Alors, ce que je fais, c'est que je retire de la liste à partir de Madame Morantin. Voilà. Et donc, on va voir à l'écran que je supprime. Ah, il faut supprimer supprimer de la liste toutes les femmes après. Qui étaient dans la liste. Non. On a testé la méthode cet après-midi, compte tenu qu'on n'avait pas le critère parité. Parce qu'après, on va faire un extrait. Il ne faut pas qu'elle soit gardée dans la liste. Voilà. Et donc, je supprime. Voilà. Et donc, on a bien gardé les 15 à partir de Madame Le Gallou et Madame Degnaud. Alors ensuite, les hommes. Donc, Monsieur Marais Gilbert, Monsieur Misière Christian, Monsieur Vérec Nicolas, Monsieur Chay Emmanuel, Monsieur Gèche Joël, Monsieur Mamet Mathieu, Monsieur Maroc Michael, Monsieur Arnaud Valentin, Monsieur Rosier Arnaud, Monsieur Philippot Antoine, Monsieur Duchet Luc, Monsieur Thibault François, Monsieur Matteau Olivier, Monsieur Louet Régis, Monsieur Vernier Corentin, et ben voilà. Et donc on va supprimer uniquement les hommes. Voilà. Et tout là. Voilà. Voilà. Supprimer. Voilà. Et après on fait tout de suite l'extraction de la liste des 30, qui est paritaire. Je te rends ta place. Merci Audrey.
Oui, mais l'incrémentation n'est pas... voilà. Voilà, eh bien, écoutez, c'est quand même rapide, malgré tout, même par rapport aux modalités que nous avions avec tirage, avec urne, pour ceux qui se souviennent de cette méthode. Ben, merci. Donc, le tirage, donc, on va écrire évidemment à ces 30 personnes pour les inviter à venir siéger dans cette commission citoyenne bosséenne. Merci à vous. Je vous propose donc de passer à la délibération suivante, toujours Jacques Garot, pour la dénomination d'une venelle et d'une place. Et oui, il s'agit d'emplacements de domaines municipaux. Nous, en application du fameux schéma directeur de végétalisation approuvé le 1er février, nous avons commencé à intervenir sur cet espace communal. C'est l'espace public qui longe l'école Notre-Dame, entre l'école et les immeubles de la rue de la Gigognerie, qui n'avaient pas de nom. Alors on disait toujours la petite venelle à côté de l'école. Bon, il y a un moment, il faut donner des noms, je pense que c'est pas mal. On a pu en échanger au moment des plantations avec la directrice, qui voit ça d'un très bon œil, avec les noms que nous proposons, vu les valeurs qui sont portées par ces deux personnes. Donc, la venelle qui relie la rue de l'Ancienne Église à la parcelle communale, qui est en fait la parcelle où va être normalement installé le City Park, donc sur le centre aéré, on va dire, la grande parcelle qui descend en dessous, de l'appeler Venelle Anne-Franck, et le parking, qui est un parking municipal, qui donne sur la rue de l'Ancienne Église, enfin qui donne sur la rue de la Gigognerie, parce qu'on y rentre par la rue de la Gigognerie, de l'appeler place Martin Luther King. Voilà les deux dénominations qui vous sont proposées. Merci Jacques. Est-ce que vous avez des observations ? Je pense que ça fait largement consensus, donc je vous propose de mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante, le règlement d'usage du parc municipal de la Mévelière. Jacques. Ah oui, exact. Voilà. Un Bon, petit bail. Ça sera pour après. Alors, un bail rural. Un petit bail. Alors, on va revenir à la fin de l'année 2014, donc il y a pas tout à fait 10 ans, mais avait été conclu avec la société L'Envolée Bosséenne, qui est donc représentée par monsieur Girodino, David, un bail rural pour la location d'une grande parcelle agricole communale qu'est la ZB14, qui se trouve au Land-Bigot, donc à côté de son exploitation. Presque 10 hectares, 9 hectares, 31 arts et 80 centiares. Donc la prise d'effet de ce bail a eu lieu à partir de fin mars 2015 pour une durée de 9 années, c'est le principe des baux ruraux. Donc nous arrivons à échéance le 1er avril. Donc il s'agit de renouveler. Nous avons pu en échanger avec monsieur Girodino et il en est bien sûr tout à fait d'accord. Par rapport à ce qui a été vu en commission, quand même, depuis la commission, il a fait une demande de modification, mais qui est infime, je vous la cite quand même. Dedans est évoquée la question du droit de chasse qui est confié dans la convention au preneur, donc en l'occurrence à monsieur Girodino, et comme il a été particulièrement honnête, il nous a dit que déjà il pratiquait la chasse avec des chasseurs de la société de chasse de Bouaye. Donc il n'y a pas que lui qui bénéficie et il a demandé ce que ce soit inscrit dedans, ce qu'on a bien entendu accepté. Donc dans la version définitive, il est bien précisé que le droit de chasse est accordé au preneur et à la société de chasse qui s'appelle l'Association des petits propriétaires société de chasse de Bouaye. Voilà, donc ça c'est arrivé depuis la commission. Donc il vous est proposé de repartir pour 9 années sur un fermage annuel de 75 € par hectare, soit 698,85 € par an, auquel s'ajoute la loi prévoit la possibilité du remboursement d'un 5e du montant des taxes foncières sur cette propriété qui est non bâtie. Donc c'est pas des grosses sommes. Voilà ce qui vous est proposé, ce qui est soumis à votre approbation. Merci Jacques et merci de cette précision puisque nos amis les chasseurs nous rendent bien des services, notamment à travers les sangliers, puisque cette association, d'ailleurs nous la reconnaissons puisque dans les subventions au fonctionnement, nous leur apportons une aide, je crois que ça a été de 480 € puisqu'il y a une convention qui est financée en fonction du nombre de battus, du nombre de sangliers abattus. Donc je sais qu'au Land-Bigot, de temps en temps, il y a du sanglier également. Voilà, donc ceci étant dit, je vous propose de mettre au vote qui est contre,
Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc cette fois-ci, Jacques, c'est bien le règlement d'usage pour le parc municipal de la Mévelière. Ah, et alors on a fait attendre le conseil des échanges quelques minutes de plus parce que ça fait longtemps qu'ils attendent ce règlement. Le parc, comme vous le savez, je crois qu'il a ouvert ses portes en 2017, donc on arrive aux 7 années qu'on appelle l'âge de raison, hein, au bout de 7 ans. Et ça fait déjà quelques temps, plusieurs années même, que le Conseil des sages réfléchit, nous suggère d'adopter un règlement pour mieux réglementer les usages et éviter des conflits, des mésusages. Il faut que ce parc de la Mévelière puisse profiter aux Bosséens en toute sécurité et dans le respect de chacun. Donc, il est possible d'adopter un règlement pour ce parc. Il y a eu une première mouture, il y a eu même plusieurs premières moutures qui ont été travaillées par les sages. Nous avons également consulté les usagers par un comité de pilotage de tous ceux qui pratiquent à la Mévelière en tant que structure ou qui ont des liens avec la commune. Hein. Je pense au jardin d'été, à notre apiculteur aussi qui a une convention avec nous. Et puis le swing golf, la pêche, enfin tous ceux qui agissent à l'intérieur de la Mévelière, ils l'ont relu, ils nous ont fait apporter des corrections, nous l'avons relu en commission, il y a également eu quelques petites modifications en commission, donc aujourd'hui on a un document qui est stabilisé, je vous le relis pas, on a voulu qu'il soit simple, court et simple. Donc court, il fait un recto, verso et une demi-page, et il y a 5 articles. Donc, simplement, il y a des dispositions régionales. On traite de la question de l'accès, hein, pour bien préciser que les véhicules motorisés ne sont pas avec le comité de pilotage des usagers que nous avons réuni. Donc, je pense qu'il a quand même été bien étoffé, bien relu, mais il peut toujours y avoir des oublis, mais je ne vois pas de demande de précis, Monsieur Bougeot. Ça sera affiché alors, oui. Évidemment. Oui, on va travailler sur ça. C'est le but. Hein. On va l'afficher et puis renforcer la signalétique par quelques pictogrammes sur ce qui n'est pas autorisé pour que tout de suite ça alerte. Oui, il faut l'afficher. Si c'est pas affiché, on ne peut pas demander d'appliquer le règlement, ce qui nous permettra pour les gardes-pêche, notre police municipale, la gendarmerie, de pouvoir éventuellement de rappeler à l'ordre au règlement et si ça ne va pas, jusqu'à un procès verbal, si évidemment les choses peuvent s'envenimer. Hein, donc c'est important qu'il soit affiché. Ceci étant dit, je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante, Madame Berthet, l'application de la loi APER. On a déjà parlé en fait de ces délibérations aussi au mois de décembre, mais par contre 2023 cette fois-ci, je change d'année. Vous avez proposé donc des cartes, vous savez, sur les réseaux de chaleur et les zones d'accélération, hein, les ombrières et l'éolien, entre autres, la méthanisation et les solaires en toiture. On a donc fait aussi la concertation qui était obligatoire, donc du 15 janvier au 31 janvier donc 2024. On l'a fait donc sur le site de la mairie et donc à l'accueil de la mairie et on n'a eu aucune contribution. Donc ça, c'était l'obligation. 0 contribution. On sent qu'on parle beaucoup d'écologie, mais c'est bien dommage qu'on ait eu 0. Moi, j'ai trouvé ça, j'étais un peu déçue en tous les cas. C'est mon avis très personnel, mais je le dis. Donc, suite à ça, quand même, il faut que... Bon, les cartes, on les avait approuvées déjà en décembre, donc il n'y a pas de changement structurel en tous les cas. Et donc, ces cartes vont être déposées donc, à la préfecture, parce que ça nous donne quand même des droits, toujours, à des financements éventuels. Si on ne dépose pas ces cartes-là, si on ne passe pas ces délibérations, on n'aura jamais d'aide là-dessus. Donc sur le solaire, les ombrières, ça nous concerne. Sur le solaire en toiture, ça nous concerne. La méthanisation, évidemment, non. Et l'éolien, non. Donc voilà, je voulais vous passer maintenant
La délibération, je te laisse le soin. Merci. Donc, délibération importante. Des questions, Je sais pas, oui, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, je n'en vois pas. Je vous propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours Madame Berthet, au niveau donc du personnel par rapport au centre de gestion de la fonction publique pour la prévoyance des agents. Oui, donc là, c'est la loi qui nous rattrape et c'est très bien. Hein, c'est pour la protection quand même sociale de nos agents. Vous savez que dans le privé, on a le droit à une mutuelle payée par vos employeurs et que dans le public, il n'y a pas d'obligation. Et l'obligation, donc, vient et tombe et on en est ravis. Donc, au 1er janvier donc 2025, il y aura donc l'obligation d'avoir la prévoyance qui couvrira donc les frais d'indemnité journalière en tous les cas. Et donc, au 1er janvier 2026, ça sera pour la mutuelle santé. Donc, suite à ça, donc, il est important quand même de s'appuyer sur des gens qui ont la technicité que nous n'avons pas dans nos services. Et donc, c'est important que... Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, je m'y perds, mais je veux pas. Le centre de gestion de Loire-Atlantique, oui, se charge de faire ses études et a fait donc tout un travail avec 4 autres centres de gestion des Pays de la Loire. Et il se propose donc de piloter, d'organiser et de faire tout ce côté juridique et donc de mettre en concurrence toutes les assureurs. C'est quand même hyper important. Et ils ont donc donné leur accord aussi pour que le maire donc puisse donc donner leur mandat. Il fallait que ça passe en assemblée générale au centre de gestion. Et c'est bien passé au centre de gestion aussi au mois de décembre de l'année dernière. Après, je pourrais vous donner plus d'explications si vous en voulez. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Mais c'est vraiment pour leur donner le mandat afin de mettre en concurrence tous les assureurs. Et là, au niveau de 5 centres de gestion, ça devient vraiment intéressant. Il y a une force de frappe, quoi, qu'on n'a pas. Merci. Oui, effectivement, il y avait aussi la possibilité avec Nantes Métropole, mais il était intéressant qu'on puisse mettre en concurrence avec un centre de gestion qui couvre quand même toute la région Pays de la Loire. Donc, ça va nous permettre de comparer les offres pour offrir les garanties et les prestations les plus intéressantes pour nos agents. Oui, je t'en prie. Mais... Oui, on nous encourageait justement à ne pas rester qu'au niveau de Nantes Métropole et de voir plus large. Donc le centre de gestion était aussi une de leurs en faveur de ça. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Oui, je vous en prie. Oui, ils sont... Non, il n'y a pas de montant, justement. C'est une aide vraiment technique importante qui était mise à notre disposition. Oui, tout à fait. Il y a une demande. On cotise déjà. On cotise. Comme on est au centre de gestion, c'est un gros travail quand même. On nous demande simplement si on est d'accord pour avoir ce processus. Non, c'est pas une prestation supplémentaire en tous les cas. Ça aurait pu l'être, mais non, c'est pas le cas. Ça rentre dans le champ des prestations qu'on peut faire avec eux. Voilà. Non, mais... Question, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de mettre aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, délibération suivante. Modification du montant RIFSEPT. Tu nous traduiras ça en langage commun, ma chère Bernadette, dans le cadre des cadres d'emploi des techniciens. Oui, donc la RIFSEPT est constituée en fait de 2 primes, comme je vous l'exprime, l'indemnité de fonction de suggestion de l'expertise, qu'on appelle IFSE, oui, et le complément indemnitaire annuel, le CIA. Donc, on avait oublié en fait, c'est dans la mise en place donc faite en 2021, il apparaissait pas ce poste pour une direction technique, c'était juste un poste d'ingénieur, il n'y avait pas de poste de technicien. Donc il faut qu'on ouvre en fait ce cadre d'emploi. C'est pour ça que je vous propose donc d'ouvrir le cadre d'emploi technicien d'un groupe 1, donc fonction direction avec un montant plafond et plancher et plafond donc de l'IFSE de 445 à 850, pour le groupe 2 coordinateur de 270 à 479, pour le groupe 3 responsable de 200 à 279. C'est vrai que c'était un oubli en fait dans
dans ce cadre d'emploi. Donc voilà, on va rétablir les choses, et parce que notre nouveau DST n'est pas ingénieur et il est vraiment technicien. C'est pour ça qu'on rentre dans les clous. Merci de ces explications. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Non, rien de particulier. Je mets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante sur le tableau des effectifs d'EJAS. Bernadette. Bon, là, c'est un peu à marronnier, mais on l'a fait un peu différemment cette fois-ci. On a fait que pour les petites vacances, et pour les grandes vacances, je reviendrai vers vous pour qu'on ait un choix plus affiné, on va dire, comme on est en train de réorganiser un petit peu. Là, on sait que pour les petites vacances et pour le bon fonctionnement des activités d'enfance et de la jeunesse durant les vacances de printemps, on a donc besoin de 3 postes d'adjoints d'animation à temps complet pour l'accueil du loisir maternel, de 3 postes d'adjoints d'animation à temps complet pour l'accueil de loisirs élémentaires et de 2 postes d'adjoints d'animation à temps complet pour la maison des jeunes. Donc pour la période du 20 avril au 6 mai 2024. Merci. Je vois qu'il y a un grognement, mais je pense que c'est plutôt de l'approbation. Hein. Je vous propose donc de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc là, donc, ce sont donc les derniers points. Il s'agit donc du compte-rendu d'exercice de la délégation du maire que je vais vous rendre compte. Donc aujourd'hui, donc, il n'y a pas de délibération justifiant des sujets nécessitant d'ester en justice, et je vais vous faire part des éléments relatifs aux commandes. Donc je vous rappelle que le tableau est changé. Vous avez eu le dernier tableau sur la table parce qu'il y avait une erreur, et je remercie l'opposition qui nous l'avait signalé. Donc il y avait un 0 de trop, hein, donc c'est quand même embêtant parce que c'était la session Malouine qui nous coûte très cher, Régis, 10 000 €. Donc on a rectifié ça pour ramener ça à 1 000 €. Hein, voilà. Pour le reste, je vais vous lister, mais donc il y avait le tarif de la billetterie. Pourquoi Roméo n'a pas fini chez Midas? Je n'ai pas la réponse, mais un jour nous l'aurons. Donc de 12 à 6 € et gratuit. Ensuite, la convention de partenariat Festival Errance 2024 pour le collectif spectacle en raid, 640 € TTC. Le contrat de cession compagnie deuxième spectacle du 23 mars 24, 4 325 € et 50 centimes. Le contrat Cabestan, donc 7 610 € TTC. Les honoraires de notre avocat, 1 632 € TTC. Le contrat session Géo Fête de la musique, donc 1 582 € 50 centimes. Mimosa pour la Fête de la musique également, 1 280 €. Donc la session, je vous en ai parlé de Maïwen, donc 1 000 € et non 10 000 €. Et le contrat de session Corinne, toujours pour la Fête de la musique, le 22 juin, 450 € TTC. Voilà pour les informations au Conseil, et je vous propose d'ouvrir des informations pour la métropole, Jacques. Je vais faire très simple, puisqu'en fait, peu d'informations relatives aux instances statutaires, puisque le Conseil métropolitain n'est pas passé. Il aura lieu la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas aller plus vite que la musique. Peut-être un petit retour sur ce qui s'est passé samedi, puisque nous avions une double inauguration d'aménagement, d'investissement réalisé par la métropole, à la fois sur l'avenue Schumann, c'était la voie verte, et puis également l'avenue de Plaisance qui a été complètement refaite avec différents éléments. Là, ce qui est intéressant quand même à souligner, parce que nous-mêmes, nous avons, je pense, accueilli ça avec beaucoup de satisfaction. Les riverains nous ont fait part de leur satisfaction par rapport à 2 choses. Le bruit qui est ressenti avec ce nouveau revêtement, le bruit est atténué, donc pour eux c'est très positif. Et puis l'absorption, puisque c'est un procédé de chaussée dite drainante qui fait que l'eau, au lieu de ruisseler, s'infiltre beaucoup plus. Donc comme c'est une rue qui
comme vous la connaissez bien, l'avenue de Plaisance, elle a finalement une sorte de... Elle a 2 pentes, hein, avec un sommet, et donc ça coule des 2 côtés, et ceux qui habitent en bas constatent, et nous l'on fait remonter, parce qu'il faut habiter en bas pour le voir, hein, qu'il y a beaucoup moins d'eau qui arrive, puisque l'eau s'absorbe avant. Et la métropole nous a confirmé que ce processus était expérimental, il coûte un petit peu plus cher, mais il apporte beaucoup de qualité environnementale, et donc il sera suivi pendant 5 ans par la métropole, parce que si vraiment il en tire des bénéfices intéressants, il sera généralisé dans d'autres communes que la nôtre. Donc voilà, on est très fiers d'être pilote pour ce type de chaussée. Donc ça important quand même que le conseil municipal soit informé. Et puis nous travaillons en ce moment sur 2 projets avec monsieur le maire sur la réduction des vitesses sur 2 voies où on a été saisi par les riverains. C'est la route des Sablons. Il y avait une réunion au début de la semaine. Et puis nous aurons prochainement aussi une réunion ou une information au moins écrite auprès de l'avenue du Bois. Vous savez, c'est un petit tronçon mais qui est très rectiligne. Ça roule vite. Donc à chaque fois, ce sont des aménagements conçus par la métropole assez légers parce qu'on recherche les économies aussi, bien sûr, mais qu'on espère le plus efficace possible pour contenir la vitesse automobile. Très bien. Voilà, petites informations très simples de la métropole. Merci Jacques de nous avoir rendu compte des travaux métropolitains. Je vous propose de lever la séance, mais avant, s'il y avait des questions du public d'intérêt général, n'hésitez pas à demander la parole. Je ne vois pas de main levée. Eh bien, je vous remercie. Au revoir. Bonne soirée. Bonne Pâques. Oui, joyeuse Pâques, effectivement. Oui, oui. Il faut que tout le monde reste pour signer le budget.